Amis sportifs, bonsoir. Plusieurs points seront abordés lors de ce panorama des sports du 20 avril 2020. Entre autres, le constat de l'arrêt des activités sportives sur nos stades, principalement le stade municipal de Sokolé, la vie de nos clubs de football en cette difficile période du coronavirus, le changement des calendriers des compétitions de la CAF et de l'UEFA. Nous revivrons les buts de l'ancien capitaine des éperviers chez Emmanuel Adebayor et ceux du Brésilien Ronaldinho. Sur le plateau, l'infatigable Espoir Asogbavi. Bonsoir Espoir. Bonsoir cher ami. Alors disons que les temps sont durs avec le Covid-19 qui a pratiquement cloué toutes les activités sportives au sol. Oui, mais il n'y a pas que les activités sportives, c'est toute la planète qui vit sous le coup de cet événement imprévisible et insupportable que la pandémie Covid-19 est tout à fait normale, comme l'activité sportive est une activité qui se fait dans notre société. Il est tout à fait normal que si tout est à l'arrêt, le football également et le sport également est à l'arrêt. Alors parlant justement du Covid-19, les mesures barrières s'imposent pour éviter sa contamination et partant sa propagation. Le rappel des consignes à respecter avec Aflim Johnson. Le stade municipal de Sokodé vide, qui aurait pensé à ce calme un dimanche après-midi sur ce terre de jeu qui converge des foules pour leur détente, leur loisir. Situation qui s'impose, mesures prises pour cause de la pandémie de coronavirus. Oui, c'est vrai qu'on n'a jamais vu cela à Sokodé, mais c'est la situation que vit toute la planète Terre qui vaut cette situation-là. Comme vous le savez déjà, depuis un peu plus d'un mois, et on a interdit tout regroupement de plus de 15 personnes. Et à partir de cela, le ministère en charge des sports et les fédérations sportives ont interdit toute activité sportive. Et c'est ce qui fait qu'on trouve le stade municipal de Sokodé vide cet après-midi de dimanche. On a eu avec la Ligue, le président de la Ligue de football du centre et le préfet de Tchaodio, on a eu à sensibiliser les équipes sportives et également les élèves qui pratiquent le PS, donc le sport, entre tous les sportifs de Tchaodio, à vraiment respecter les consignes, les mesures barrières de l'État, les mesures prises par le chef de l'État pour qu'on puisse endiguer le mal là. La tempête du Covid-19 souffle partout sur la planète. Une situation d'urgence qui appelle le gouvernement à agir. Le Togo joue sa partition. Un tour dans la ville, quelques surprises. Des efforts foulés aux pieds par ces jeunes regroupés ici au CG Colombais pour jouer. Vous êtes des élèves. On a fermé les classes pour que chacun reste à la maison, chez lui à la maison, pour éviter d'attraper cette maladie. Et au-delà de cela, chaque jour on parle à la radio, à la télé, on vous dit de cesser de jouer. Quand vous êtes ensemble comme ça, là, vous allez jouer, vous allez tomber l'un sur l'autre. Vous ne savez pas comment, par où l'autre est passé pour arriver, qui il a rencontré, est-ce qu'il porte cette maladie. C'est pourquoi on vous a dit de ne pas vous retrouver pour jouer. Maintenant, quand vous jouez là, vous pouvez attraper la maladie. Et quand vous arrivez à la maison, toute la maison est contaminée. Allez à mes amis, on ne doit pas jouer le ballon. On doit rester à la maison, apprendre nos leçons pour éviter nos Covid-19. Je suis content de sensibilisation parce que ça nous amène à éviter le coronavirus dans nos pays. Les autorités en charge du sport dans Tchaodio, malgré quelques difficultés, s'investissent sur le terrain pour recadrer les jeunes qui peuvent risquer en contournant les mesures barrières. Il y a des proches de résistance que nous avons toujours d'abord dénoncés, puis après nous sommes allés les sensibiliser. Et petit à petit comme ça, on est arrivé à les amener à comprendre l'importance de la décision par rapport à leur santé individuelle et à la santé collective. Et souvent, nous avons mis aussi à contribution les agents de mass médias là, qui souvent nous informent, puisqu'ils sont dans les quartiers où il y a souvent ces terrains-là. Et des fois, quand ça nous dépasse, on fait appel à la fédération qui aussi saisit des autorités d'ici. Et par des mesures dissuasives, on est arrivé à
et faire comprendre. Progressivement, les gens acceptent. Au départ, nous sommes passés par les responsables des clubs. Et puis, quand ça persistait, on est allé à des sensibilisations de masse et ça marche. Toutefois, il y a des alternatives pour maintenir sa forme durant cette période exceptionnelle imposée par Covid-19. Pour conseil, je voudrais inviter les jeunes sportifs à pouvoir travailler à la maison. Et à la maison, ils peuvent quand même se donner de l'espace un peu et pouvoir travailler, faire les abdominaux, faire le gainage, faire les élévations de genoux, faire autant d'activités pour pouvoir suivre, pour pouvoir maintenir la forme. Et aux sportifs de renom, je crois que leurs entraîneurs peuvent leur donner des exercices, des activités qu'ils doivent pouvoir faire à la maison. C'est possible pour qu'ils puissent maintenir la forme afin que dès que le championnat reprenne, va pouvoir reprendre, ils pourront être à mesure de pouvoir continuer l'activité. Pour vraiment ceux qui ne peuvent pas travailler à la maison, même ils doivent pouvoir sortir, faire un footing, il faut nécessairement qu'ils se protègent, qu'ils portent des bavettes. Et là, ça doit être à titre individuel. Pour le moment, pas de vaccin pour se protéger contre le virus à couronne. Seules les mesures de prévention, gestes barrières sauvent. Tout le monde a ce rythme de mesures barrières. Des comportements et gestes, une fois appliqués, permettront d'évoluer rapidement vers la chute de la courbe ascendante du Covid-19. Et voilà, Espoir, c'était donc un reportage de Désiré Aloy, notre correspondant à Sokoré. Alors, le constat est là, le stade municipal de Sokoré qui est complètement vide. Oui, mais il faut quand même dire que ce fait de sensibilisation, à mon avis, porte à son sein un paradoxe parce que c'est vrai que le Covid-19 nous demande de prendre désormais un certain nombre de dispositions qui vont un peu à l'encontre de la vie normale, ordinaire que nous menons avant son avènement. Mais il ne faut pas oublier que le football est une activité sociale, sportive et sociétale dans la mesure où on a l'habitude de dire que le football c'est l'opium du peuple et que vous savez que les enfants ne peuvent pas s'en passer à un moment où actuellement ils sont à la maison. Il faut également aussi dire que le football c'est le sport roi le plus fantastique au monde parce que vous pouvez jouer au football partout. Donc même là, ils ne sont pas sur un terrain de football, mais ils sont sur un petit enclos qui leur permet de jouer. Et même avec un citron, on peut jouer au football. Donc voilà, c'est vrai qu'ils ne peuvent pas le faire, mais c'est aussi vrai que les enfants peuvent le faire, puisque eux-mêmes, dans leur développement, ils ont dit qu'on peut le faire individuellement. À la maison, et en pratiquant des abdos, en jouant dans un petit enclos. Donc c'est une très bonne chose, mais il faut quand même dire que le football, on ne peut pas s'en passer. On ne peut pas s'en passer, mais le moment n'est pas propice pour le pratiquer. Oui, mais le moment n'est pas possible pour le pratiquer, mais comme le disait il y a 2 semaines le président Infantino, aucun match, aucune compétition, aucun championnat n'est plus important que la vie. Mais la santé est la priorité, mais il faut penser également à l'avenir. Donc ça rentre dans tout ce que nous pouvons dire, puisqu'on a parlé de 2 reprises de championnat. Vous savez que la FIFA, il y a 1 semaine, a décrété qu'il n'y aura pas de saison blanche cette année et qu'il faudra préparer l'avenir. L'avenir, c'est la reprise d'un championnat et également la reconduction des contrats de travail des joueurs et la programmation de tout ce qui concerne les problèmes de transfert. Alors, mais revenons, sont toujours avec le Covid-19 et parlons maintenant de nos clubs. Est-ce que ça rejette quand même sur nos clubs, non? Le club doit vraiment souffrir, hein? Oui, mais vous savez que les clubs, non, mais je crois que les joueurs... Moi, je parlais de la rémunération des Ah oui, mais les joueurs togolais, mais pas seulement les joueurs togolais, hein, mais surtout le continent africain aujourd'hui. Vous savez que la plupart de nos clubs sont dirigés par des mécènes et qui se font et qui sont à leur propre compte. Donc vous savez que l'économie actuellement est un peu à l'arrêt, donc ça agit sur la bourse de ces mécènes-là et qu'il est aujourd'hui difficile aux dirigeants des clubs de pouvoir subvenir à la survie. Hein. Je parle même que la plupart de nos joueurs sont également dans un état de précarité et de délabrement très avancé parce que les mécènes, comme je l'ai dit tout à l'heure, la plupart sont des hommes d'affaires aussi. La plupart des hommes d'affaires, et comme
tout est à l'arrêt, ont beaucoup de difficultés d'abord pour eux-mêmes, et également pour pouvoir financer le paiement des salaires des équipes même africaines en ce moment. Il faut le dire aussi, les médecins aussi ont quand même leur famille à nourrir. Oui, mais ils ont leur famille à nourrir, mais encore faut-il qu'eux-mêmes puissent travailler comme ils le faisaient normalement. Donc c'est difficile pour eux-mêmes d'abord, et ensuite pour leur famille, et dans une certaine mesure pour pouvoir rémunérer les joueurs togolais qui sont actuellement à la maison, puisque depuis le 17 mars, la plupart des dirigeants, et les joueurs, les clubs sont à l'arrêt, donc ils ont des difficultés à pouvoir payer le salaire. Mais quand on fait un petit sondage, il faut dire que pour la plupart des clubs de première et de seconde division, certains sont arrivés à payer les salaires du mois de mars. De mars, oui. Pas de Togoport, ASOTR, le Unisport, Dynamique Togolais, le Sud des Lacs sont arrivés à payer le salaire du mois de mars. Mais maintenant nous sommes au mois d'avril, et que pour le mois d'avril, beaucoup de clubs ont procédé à des abattements sur le salaire, ce qui fait que certains ont payé 30%, d'autres ont payé 50%. Et que, parce qu'ils ont mis en chômage technique les joueurs, puisqu'ils n'ont pas joué pendant tout le mois de mars et d'avril. Vous savez que le fait de jouer pendant ces 2 mois-là, avec la billetterie qui leur permet de pouvoir avoir de l'argent et payer les salaires. Donc, comme les matchs sont à l'arrêt, il est difficile, et sans les matchs, de pouvoir payer ces salaires-là. Donc, 2 catégories, ceux qui ont payé le mois de mars et ceux qui ont payé le mois d'avril. Par exemple, un club comme Boro Soudanero et Unisport de Sokodé, pour ce que nous savons, ont payé et le mois de mars et le mois d'avril. Et pour certains clubs, ils ont payé le mois de mars et une partie pour le mois d'avril, et ont mis les joueurs en chômage technique. Mais certains clubs, depuis le mois de février, par exemple Ange de Montier, n'ont pas pu payer, et pratiquement les dirigeants sont portés disparus, ce qui porte à mal la santé des joueurs. On a vu que certains joueurs sont dans un cas de fébrilité et de précarité absolue. Donc vivement que beaucoup de clubs également supportés dans ces cas de figure-là, que la Fédération togolaise de football. Oui, c'est la question, que c'est là où je voulais en venir même. Est-ce que c'est pas le moment, pour l'occasion pour la Fédération de donner un coup de main à ces clubs? Oui, mais je crois que la Fédération togolaise de football fait ce qu'elle peut pour venir en aide à ces clubs-là. Et je crois que dans ce sens-là, le président de la Fédération togolaise de football a demandé aux autorités du pays pour pouvoir mettre à la disposition l'autre partie de la subvention qui est normalement accordée pour la faisabilité du championnat, pour que cette partie de subvention puisse être payée par l'État togolais, pour que la fédération puisse mettre cette somme-là à la disposition d'un club qui leur permettra de payer le salaire des joueurs, dans une terme métier, de les entretenir avant la reprise du championnat et d'ici 1 ou 2 mois à venir. Alors justement, parlant de ce championnat, c'est celui qui va répondre? Oui, mais par rapport à l'évolution de la maladie. Oui, mais le championnat est obligé de répondre, comme je le disais tout à l'heure. La FIFA a instruit toutes les fédérations nationales affiliées à la FIFA de ne pas annuler les championnats et de reprogrammer les matchs à venir pour que le championnat puisse aller à sa fin. Donc les clubs sont obligés, les fédérations nationales sont obligées de pouvoir ne pas annuler le championnat, puisqu'au Togo, pour la première division, il ne reste que 6 matchs, et pour la deuxième division, il ne reste que 7 matchs. Donc, d'ailleurs, même le mois d'avril n'a pas été programmé pour les matchs de championnat du Togo. Parce on était supposé être au Chan. Ouais. Donc, tout le mois d'avril était programmé pour le mois de Chan. Donc, il est tout à fait normal que à la fin de cette pandémie-là, que la fédération puisse reprogrammer les matchs, ne serait que pour le mois de mai ou de juin. Et comme il ne reste que seulement 6 matchs pour la première division et 7 matchs pour la deuxième division, la fédération a largement le temps de pouvoir faire jouer ces matchs-là, ne serait que sur un mois et demi pour les terminer. Alors moi, mon inquiétude, c'est au niveau des joueurs. Est-ce que les clubs peuvent maintenir ces joueurs? Oui, mais les joueurs ne peuvent pas partir. Ils vont aller où? Puisque toute la planète football est à l'arrêt. Et que les mêmes problèmes que nous avons ici se trouvent également au Bénin, en Côte d'Ivoire. C'est partout, un peu partout. Partout. Donc les joueurs ne peuvent aller nulle part.
ils sont obligés d'attendre puisqu'ils sont même sous contrat avec les clubs. Donc ils sont obligés d'attendre jusqu'à la fin de la saison pour pouvoir partir. Donc moi je crois que il appartient à la fédération de pouvoir, comme on l'a dit tout à l'heure, de mettre un peu d'argent à la disposition des clubs. Si éventuellement le gouvernement mettait à la disposition de la fédération le reste des subventions, et également la fédération peut également demander à la FIFA un additif sur les subventions annuelles de la FIFA pour également... Non, c'est sûr que la FIFA doit prévoir un truc comme ça. Un truc comme ça pour subventionner les clubs et leur permettre de mettre de l'argent à disposition des clubs et des joueurs. Alors, nous espérons que tout rentrera dans l'ordre d'ici peu. Après, oui, mais il faut dire que dans ce cas de figure, là, la Fédération camerounaise de football a prévu de mettre à la disposition des clubs une certaine somme d'argent sur le quota de la Fédération camerounaise de football a écrit 25 personnes. 25 personnes pour les clubs de première et de deuxième division et plus des encadreurs et 20 personnes pour les clubs de deuxième division plus des encadreurs. Donc ça leur permettra de mettre à la disposition des clubs de première, de deuxième division et des clubs de football féminin une certaine somme d'argent pour pouvoir aider les clubs et les joueurs à pouvoir vivre ces moments difficiles que nous connaissons avec la pandémie. Alors, après Sokolé, nous ferons un tour sur d'autres stades pour constater donc le respect de l'arrêt des activités sportives. Avant de revenir sur les calendriers de la CAF et de l'UEFA, retour sur quelques buts de Cheyi Adebayor, l'ancien capitaine des Éperviers.
flex on me. Go ahead, be gone with it. Working with it. Go ahead, be gone with it. Look at those hips. Go ahead, be gone with it. Make me smile. Go ahead, be gone with it. Go ahead, child. Go ahead, be gone with it. Get your sexy out. Go ahead, be gone with it. Get your sexy out. I'm bringing sexy back. Yeah. The motherfuckers don't know how to act. Yeah. Don't let me make up for the things you like. Yeah. Cause you're burning up my body, baby, fast. Yeah. Listen. Dirty babe, you see these shackles, baby, I'm the slave. I'll let you whip me if I misbehave. It's just that no one makes me feel this way. To the chorus. Come here, girl. Go ahead, be gone with it. Come to the back. Go ahead, be gone with it. VIP. Go ahead, be gone with it. Drinks on me. Go ahead, be gone with it. Working with it. Go ahead, be gone with it. Look at those hips. Go ahead, be gone with it. Make me smile. Go ahead, be gone with it. Go ahead, child. Go ahead, be gone with it. Get your sexy out. Go ahead, be gone with it. Get your sexy out. Go ahead, be gone with it. Get your sexy out. Go ahead, be gone with it. Get your sexy out. Go ahead, be gone with it. Get your sexy out. Go ahead, be gone with it. Get your sexy out. Go ahead, be gone with it. Get your sexy out. Go ahead, be gone with it. Get your sexy out. You ready? You ready? You ready? Yeah, I'm bringing. Yeah. Cause you're burning up for me and that's a fact. Yeah. To the chorus. Come here, girl. Go ahead, be gone with it. Come to the back. Go ahead, be gone with it. VIP. Go ahead, be gone with it. Drinks on me. Go ahead, be gone with it. Working with it. Go ahead, be gone with it. Look at those hips. Go ahead, be gone with it. Make me smile. Go ahead, be gone with it. Go ahead, child. Go ahead, be gone with it. Get your sexy out. Go ahead, be gone with it. Get your sexy out. Go ahead, be gone with it. Get your sexy out. Go ahead, be gone with it. Get your sexy out. Go ahead, be gone with it. Get your sexy out. Go ahead, be gone with it. Get your sexy out. Go ahead, be gone with it. Get your sexy out. Go ahead, be gone with it. Adebayor scores for the 8th time in 8 appearances for Arsenal against Tottenham. Aimed it at Adebayor! Adebayor against Tottenham again! Inside of me, I was confused, and I let it all out. The Arsenal fans hate Adebayor. I've said once he starts scoring goals, his Arsenal connection will be forgotten. If Harry gets him to play a full season, we're Tottenham to finish with the anyway. Adebayor onside, taking goal by Emmanuel Adebayor. He just knew it, didn't he? Reina scores one for Adebayor. 6 out Adebayor. Adebayor wants it square, he's got it and he scored. Back in for Bale. From Emmanuel Adebayor. I will never know myself until I do this on my own, and I will never feel anything else until my wounds are healed. I will never make anything till I break away from me. I feel somewhere. I wanna heal, I wanna feel like I'm Tottenham are back in front. Adebayor's up there again, and he scores again. Alors à ce moment-là, c'était les moments de gloire de et de consécration de chez Adebayor, qui restera dans l'histoire du football togolais mondial comme l'un des meilleurs joueurs de son temps. Mais il faut dire qu'avant Adebayor, il y a eu aussi au Togo un certain Dr Kaolo, mais Dr Kaolo ne s'est pas révélé au monde entier parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de médiatisation à autant du football et n'existait pas les réseaux sociaux. Mais donc je dirais qu'on a connu seulement le temps de gloire, de consécration d'Adebayor. Adebayor qui a été mis sur les rails par un certain Akoussa Camélio avant de partir pour Metz et Monaco et d'aller à Arsenal où il a connu la gloire et il a connu son apogée parce que c'était où il était comment dirais-je, à Arsenal qu'il a été ballon d'or africain. Et puis il faut quand même dire que c'est lui qui a porté notre équipe nationale à la seule Coupe du Monde à laquelle nous avons participé. Le meilleur buteur. Le meilleur buteur pendant les éliminatoires.
Il faut également dire qu'Adebayor a joué également à Tottenham, à Manchester ici, au Real de Madrid. Et aujourd'hui, je crois qu'il est à la porte de la retraite. Il a joué aussi en Turquie avant de partir pour le Paraguay. Mais il faut quand même dire que c'est l'un des meilleurs joueurs africains et qu'il restera dans l'histoire comme l'un des plus importants et ceux qui ont porté le message du football africain. Alors, après Adebayor, nous allons nous intéresser à Ronaldinho qui a aussi marqué son passage au niveau du football international. Il y a des buts du Barça qui marquent les esprits et qui écrivent la légende du club catalan, et il y en a d'autres qui ont fait de leurs joueurs des idoles d'un soir au sein même de l'antre du club rival. Connaissez-vous beaucoup de Barcelonais ovationnés à Santiago Bernabéu à part Diego Armando Maradona? Lui, il l'a fait. Lui, c'est Ronaldo de Assis Moreira, alias Ronaldinho. Et comme j'avais un peu de temps libre devant moi, j'ai décidé de vous raconter son histoire. Simply magnificent. Porto Alegre, 1,4 million d'habitants. Le 21 mars 1980, c'est dans cette ville du sud du Brésil que naît Ronaldo de Assis Moreira. Au cœur d'une famille vivant pour le football, il grandit balle au pied et intègre à l'âge de 7 ans l'académie du Grêmio, le club de Porto Alegre. Très vite remarqué pour ses qualités techniques largement au-dessus de la moyenne dans les catégories jeunes, il inscrit 23 buts en un seul match à l'âge de 13 ans et continue d'impressionner l'encadrement du club. Malgré des essais au FC Sion en Suisse, puis une offre de 6 millions du PSV Eindhoven, qui fait suite à la victoire du Brésil au championnat du monde des moins de 17 ans, le jeune Brésilien reste à Grêmio et va commencer, dès 1998, le début du festival, Ronaldinho. À l'été 99, Grêmio remporte le championnat de son état, Rony finit meilleur buteur du tournoi et enchaîne sur une saison 2000 dantesque où il inscrira 39 buts en 43 matchs, de quoi faire baver la grande majorité des recruteurs européens qui s'intéressent de plus en plus à cette ovni du ballon rond. Et à ce petit jeu-là, c'est le Paris Saint-Germain qui l'emporte et arrache la pépite brésilienne, qui découvre l'Europe dans le club de la capitale, aux côtés notamment de JJ Okocha. Le Nigérian est considéré comme l'un des derniers magiciens du football moderne et d'entrée Okocha justifie en partie cette réputation en marquant un but extraordinaire qui permet à Paris de revenir à 2-1. En même pas 6 mois, Ronaldinho enflamme les pelouses de Ligue 1 et devient la clé de voûte de l'attaque parisienne, mais qui échoue malheureusement au pied du podium de l'exercice 2001-2002. Rony rejoint alors la Seleção pour la Coupe du Monde organisée en Corée et au Japon, un mois de compétition durant lequel le joyau va illuminer la planète football aux côtés d'un autre monstre, Ronaldo Nazario de Lima. A priori, lui, vous le connaissez vu vos commentaires sous les vidéos. 3 ans après le sacre du Brésil à la Copa América 99, Ronaldinho soulève son deuxième trophée majeur après une finale remportée 2-0 face aux Allemands avec un doublé de R9. En quelques mois, le statut du natif de Porto Alegre a radicalement changé. De prodige, Rony est devenu une superstar qu'on admire en espérant découvrir à tout moment une fantaisie, un dribble ou une feinte dévastatrice. Mais malgré l'effervescence qu'il suscite, le joueur est souvent mis sur le banc par Luis Fernandez, le coach du PSG de l'époque, et se contente de bouts de match au cours de la saison 2002-2003. Avec une grosse dizaine de buts et des actions de grande classe, dont un petit festival au Vélodrome en mars, Rony continue d'attirer l'attention sur lui et fait saliver pas mal de grosses écuries européennes, dont Manchester United ou le Real Madrid. Après une nouvelle saison décevante avec une 11e place en Ligue 1 et aucun trophée remporté, Rony fait parler son cœur et rejoint le FC Barcelone pour 27 millions d'euros, en laissant une trace indélébile dans le cœur des supporters parisiens. La superstar brésilienne rejoint donc les Blaugrana qui sortent d'un exercice 2002 très décevant au cours duquel ils finirent 6e. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que Rony va très vite remédier à cette situation. Premier match, premier slalom, premier but.
Le Camp Nou comprend là qu'il tient sûrement la pièce qu'il manquait à l'équipe pour venir concurrencer l'écurie madrilène, les fameux Galactiques de l'époque. Petite équipe quand même. Cette année marque le début de l'hégémonie de Ronaldinho sur le foot européen. Une panoplie technique hallucinante, un sens de jeu criant et cette constante sensation de facilité. Rony transfigure littéralement le club catalan. Inarrêtable, il marque 24 buts et délivre 13 passes décisives, est désigné meilleur joueur de Liga et remporte par la même occasion le trophée de joueur UEFA de l'année. No es solo mío, principalmente de mis compañeros, de la afición. Este premio es nuestro. Entonces, si yo pudiera repartir ese premio, lo daría un pedacito a cada uno y repartiría con ustedes también. Entonces, gracias. Rony est au sommet de son art et peut enfin exprimer l'incroyable talent qu'il a entre les pieds. La saison suivante sera celle de la consécration collective pour la nouvelle coqueluche catalane. Il mène Barcelone vers son premier titre en championnat depuis 6 ans, continue d'inonder la planète football de toute sa classe, avec notamment ce pointu légendaire contre Chelsea, et délivre le 1er mai 2005 une passe décisive pour un jeune argentin de la Masia, un certain Léo Messi. On reviendra peut-être sur lui un peu plus tard. La saison 2005-2006 voit le club catalan remporter une nouvelle fois le championnat espagnol, porté par un Rony que beaucoup considèrent maintenant comme le meilleur joueur de la planète. Lors du Classico à Bernabéu en novembre, Rony est absolument extraordinaire. Il humilie pendant 90 minutes une défense madrilène complètement dépassée par la vitesse d'exécution et l'aisance technique du Brésilien. Il marque à 2 reprises, le Barça inflige un 3-0 au Real et Rony sortira sous les acclamations de Santiago Bernabéu. Cette saison-là, Rony noircit la feuille de stats avec 26 buts, 20 passes décisives et en profite pour gagner son premier et seul ballon d'or en décembre 2005. Qui vient récompenser une saison gigantesque aussi bien individuellement que collectivement. Et pour bien clôturer cette merveilleuse saison, le Barça va aller glaner sa première Ligue des Champions depuis près de 15 ans, en venant à bout des Gunners d'Arsenal en fin de match par l'intermédiaire de Samuel Eto'o et Giuliano Belletti. Auréolé de cette superbe saison, Rony rejoint alors la Seleção pour la Coupe du Monde 2006 en Allemagne, et personne ne sait alors que celle-ci sera les prémices du début d'une longue fin pour Rony. Ronaldinho qui va armer sa patte droite. Sa patte féerique et magique. Cette balle travaillait. Oh, qu'elle était belle et puissante. Décevant, le Brésil et lui voient leur chemin s'arrêter en quart de finale face aux Bleus, porté par un Zidane de gala ce soir-là. Bon, forcément, quand un mec est capable d'une telle prestation individuelle conclue par la passe décisive victorieuse, difficile de faire quelque chose en face, même avec l'une des plus belles équipes de tous les temps. Durant la saison 2006-2007, ses stats continuent d'être plus que corrects, mais son impact sur le jeu catalan n'est plus le même qu'avant. Ronaldinho n'est plus décisif malgré ses 21 buts inscrits en championnat, un record pour lui en Catalogne. Le Barça finit 2e de Liga derrière le Real, et Rony commence à être critiqué par son entraîneur pour son hygiène de vie et ses sorties nocturnes qui agacent une bonne partie du vestiaire blaugrana. Il n'a plus les clés du jeu barcelonais, est fréquemment hué par le public catalan et se voit poussé vers la sortie après une blessure aux adducteurs. Après 207 matchs ponctués de 94 buts et 58 passes, dont un dernier fabuleux contre l'Atlético, Rony signe à l'AC Milan en juillet 2008, et ce malgré des tests physiques alarmants concernant son aptitude à rejouer au football. Rony débarque donc en Lombardie pour se relancer, et qui de mieux que ses deux confrères brésiliens Kaká et Pato pour le soutenir dès son arrivée. Malgré une médaille de bronze avec la Seleção à Pékin en 2008, sa première saison en Italie n'est pas à la hauteur des attentes placées en lui par Carlo Ancelotti, le coach du Milan de l'époque. Mais durant la saison 2009-2010, alors que personne n'y croyait vraiment, le grand Ronaldinho est de retour et semble retrouver son niveau d'antan. Au sein d'un effectif lombard mêlant jeunesse et expérience, Rony est comme un poisson dans l'eau, finit meilleur passeur du championnat avec 14 caviars et régale San Siro à chacune de ses sorties, notamment contre Manchester United en février, où durant quelques moments, le Ronaldinho barcelonais a ressurgi pour quelques gestes de grande classe et un match immense. Mais comme dans la capitale catalane, le Brésilien est vite rattrapé par ses travers, perd sa place de titulaire et doit se contenter d'entrer en fin de match, durant lesquels il ne pèse que très peu sur les défenses adverses.
son manque de travail et d'hygiène de vie ne convient plus aux dirigeants lombards, qui doivent le transférer au mercato hivernal, alors même que le Milan s'en va remporter son deuxième titre de champion depuis la saison 2004. Dizer que espero poder retribuir todo o carinho de todos vocês dentro de campo. Obrigado pelo carinho e vamos com tudo. Nação rubro-negra, tamo junto, tô fechado com vocês. E agora eu sou Mengão. Sans trop de surprise, Ronaldinho revient dans son pays natal au Brésil avec dans le viseur la Coupe du Monde 2014 organisée justement dans son pays. Approchant bientôt la trentaine, le génie brésilien est sur la pente descendante mais est accueilli à Flamengo en 2011 comme un demi-dieu, une icône populaire. Comme chez lui, Rony passera 2 ans au sein d'une équipe sans trop d'ambition, mais le talent et la folie de l'ancien meilleur joueur du monde sont toujours bien présents. Il emmène cette équipe jusqu'en 8e de finale de l'Europa League sud-américaine, la Copa Sudamericana, et remporte la Coupe Rio contre Fluminense, une équipe qu'il connaît bien. Après 70 matchs et une petite trentaine de buts, il signe pour l'Atlético Mineiro où Rony parachèvera son immense carrière. Comme si c'était écrit, il porte le club jusqu'à la finale de la Copa Libertadores et remporte la compétition en juillet 2013 après une saison à quasiment 20 buts. Alors que certains le voient revenir en Europe, il reste au Brésil mais joue beaucoup moins. Ronaldinho enchaînera ensuite par un petit passage au Mexique, puis à Fluminense en 2015 où il terminera véritablement sa carrière. Une carrière faite de titres collectifs et de distinctions individuelles. Une carrière immense mais qui aurait pu l'être encore plus avec une éthique de travail irréprochable et une vie nocturne moins agitée. Mais Rony n'a jamais vraiment décidé de jouer au football. Il s'amusait simplement avec le ballon, avec le public, avec son sourire et cette joie de vivre qui le caractérisait tant. Ronaldinho, c'est l'histoire d'un footballeur précoce, l'un des meilleurs joueurs des années 2000, l'un des footballeurs non européens les plus appréciés de toute l'histoire du football et du sport en général. Ajoutez à cela un palmarès à en faire pâlir plus d'un, avec ce combo Copa América, Coupe du Monde, Champions League, Ballon d'Or, et vous obtenez un joueur inoubliable, inclassable, qui a laissé une empreinte très forte partout où il est passé. Personne n'a eu et n'aura vraiment l'impact culturel de Ronaldinho sur l'évolution des comportements individuels et de la notion de spectacle. Lui, ce joueur adulé, encensé, couronné, ce génie du ballon rond pour qui le football était un jeu et dont chaque pelouse foulée se transformait en une simple cour de récréation. Le joyau brésilien avait tout pour plaire et pour illuminer les observateurs et les fans. Des qualités de vitesse, d'improvisation, d'inventivité et d'agilité tout simplement ahurissantes. Des buts de dingue, de partout. Des passes de dingue, de partout. Des accélérations de dingue. Des célébrations pour tous. Pour l'éternité. Rony, c'était tout ça à la fois. Un footballeur unique. L'égérie du football spectacle. Un Brésilien fantasque sur et en dehors des terrains. Le Brésil comme on aime et comme on espère le revoir. Inégalable et inimitable. Rony, c'était le genre de gamin qui ne révisait jamais pour ses examens, mais qui s'en sortait souvent avec la meilleure note. Voilà, monsieur Ronaldo de Assis Moreira, pour tout cela et pour l'ensemble de votre œuvre, laissez-nous simplement vous dire merci. ¿Quién fue su jugador favorito cuando era niño? Maradona. Oui, espoir. Oui, mais Rony a fait vibrer les stades. La planète football, mais il faut dire que le football tel qu'il est pratiqué aujourd'hui a vu le jour en Angleterre, qui continue de dicter les lois et les règles qui le gouvernent, mais c'est l'Amérique latine reste la terre nourricière du football mondial, parce que c'est au Brésil, en Argentine et dans une certaine mesure en Uruguay que les meilleurs footballeurs qui ont marqué de leur empreinte l'histoire du football mondial ont vu le jour. Il y a le Pelé qui reste, à mon avis, le meilleur joueur du monde. Dans une certaine mesure, il y a Maradona, mais il faut quand même reconnaître Maradona qui a mal fini avec qui a mal fini. Drogue, ouais.
Et puis il faut dire que dans une certaine médie, après le général Pelé, il y a eu également les lieutenants qui sont Rivaldo, Pépé, Zico. Mais Ronaldinho reste quand même un joueur de grand talent. Pratiquement tout a été dit, mais je voulais seulement ajouter que on a oublié de dire que Ronaldinho c'est quand même 93 et 97 sélections et 33 buts marqués pour l'équipe nationale du Brésil. Il a été également en 2004 et en 2005 meilleur joueur de FIFA et également, mais il a connu une fin difficile. Vous savez que depuis un peu plus d'un mois, il avait été arrêté au Paraguay avec son histoire de faux passeport et pour une possession de faux passeport, et qu'il est depuis un mois, il a été libéré sous caution. Il a payé une somme de 900 millions de nos francs pour être mis en liberté provisoire. 900 millions de nos francs pour être mis en liberté provisoire, que depuis il n'a pas pu quitter le Paraguay. Il est assigné en résidence dans un hôtel parce qu'il doit attendre dans quelques jours son jugement. Oui, alors donc après le jugement, il sera libéré ou bien... Oui, mais ça dépendra de la décision qui sera prise par les juges. Moi, je crois que compte tenu de son aura et compte tenu de ce qu'il a donné au football mondial il n'y a pas très longtemps, je crois qu'il y aura des circonstances atténuantes qui lui permettront de pouvoir quitter le Paraguay, de rentrer dans son pays. Oui, alors on va parler un peu du report des compétitions, notamment de la Ligue des champions européens. Oui, mais il faut quand même dire que d'abord, concernant la CAF, que compte tenu également de la gravité de la situation sanitaire dans le monde entier, la CAF a également été obligée, sur le recommandation de la FIFA, d'annuler toutes les compétitions. Nous étions aux demi-finales des compétitions interclubs d'Afrique, c'est-à-dire la Ligue des champions et la Coupe de la Coupe CAF. Donc pour le moment, nous ne savons pas encore les dates qui seront retenues pour les demi-finales et pour la finale de la Coupe CAF et de la Ligue des champions. Mais ce que nous savons également, c'est que le CHAN qui devait avoir lieu au mois d'avril a été reporté sine die, et que également les éliminatoires de la CAN 2021 qui devaient jouer sur la période du mois de mars au mois de juin-juillet ont été également reportés, et que je crois que ces matchs-là seront programmés pour ce qui concerne la CAN 2021, les éliminatoires au mois de septembre, octobre et novembre, et que la prochaine compétition concernant la Coupe du Monde Zone Afrique vont débuter l'année prochaine au mois de mars. Alors, et le CHAN dans tout ça? Le CHAN pour le moment on ne sait pas encore, mais je crois que lorsque les choses vont s'éclaircir, la CAF pourra déterminer une date avant la fin de l'année pour jouer le CHAN. Alors maintenant, au niveau de la Ligue des champions européenne, au niveau de l'UEFA, je crois que les compétitions vont reprendre au mois de juin. La période du mois de mai au 15 mai au 15 juin permettra aux équipes et aux fédérations de pouvoir reprendre les entraînements, de pouvoir mettre à jour les joueurs qui concernent leur force physique et leur force musculaire. Donc il est prévu qu'à partir du 15 juin prochain, jusqu'à la fin du mois de juillet, les championnats vont reprendre dans presque tous les pays d'Europe. Donc nous aurons probablement à partir du 15... Mais disons que ce serait un championnat marathon. Un championnat marathon parce qu'il reste, je crois, suivant les pays, 9 à 11 journées. Ce sera un championnat marathon qui va partir du 15 juin jusqu'à la fin du mois de juillet. Mais il faut quand même remarquer et dire que ce championnat-là, dans un premier temps, va jouer à huis clos, compte tenu du fait que la pandémie n'est pas complètement exorcisée. Donc, ce championnat va jouer à huis clos. Mais beaucoup de gens regrettent que ce championnat soit joué à huis clos parce que le football est un spectacle et que sans supporter, ça perd un peu de sa saveur. Donc, mais ça va jouer à huis clos. Et le second aspect qui sera un aspect négatif, c'est que lorsque le championnat est joué à huis clos et les spectateurs ne sont pas là, donc les sponsors aussi n'accompagnent pas. Les sponsors n'accompagnent pas, et également la billetterie, parce que vous savez que lorsque les spectateurs viennent au terrain, il y a la billetterie, donc tout l'argent en manque pour les finances des clubs et des fédérations.
Donc la période tout le mois d'août verront les matchs interclubs d'Europe, la Ligue des Champions et l'Europa League qui étaient au huitième de finale. Donc tous les autres matchs concernant les huitièmes de finale vont jouer sur la période du 7 et 8 août. Les quarts de finale pour la période du mois je crois de 11 au 12 août. Et également, les demi-finales auront lieu pour la période du 19 au 20 août et la grande finale de la Champions League aura lieu le 29 août prochain. Un peu avant cela, il y aura la finale de l'Europa League. Donc voilà un peu résumé le calendrier des matchs. Bon, il faudra également renégocier, les contrats, parce que les contrats devaient venir à expiration le 30 juin prochain. Donc la FIFA a demandé aux confédérations de renégocier les contrats, puisque les contrats puissent prendre fin à la fin effective des championnats et des matchs des coupes. Également de revoir le prochain transfert des joueurs pour que le prochain mercato puisse avoir lieu entre la fin effective des championnats et le début des championnats 2020-2021. Mais disons quand même que ça a chamboulé complètement le et que ça a mis également à porter un coup fatal aux finances des clubs, puisque vous savez que comme les clubs ne jouent plus, et les droits de télévision ne rentrent plus, et tout ce qui concerne le sponsor, la publicité ne rentre plus également dans le cadre des équipes. La billetterie, comme la billetterie également les frais de transfert. Vous savez que lorsqu'on transfère les joueurs, le prix des transferts sont échelonnés sur plusieurs années. Donc cette année, comme on n'a pas joué pendant un temps, il y a un manque à gagner pour les clubs qui ont transféré et un manque à gagner également pour les clubs et pour qui on a transféré les joueurs. Donc il y a 4 entrées qui feront défaut. Les droits télé, le prix des transports, des transferts, et la billetterie également, et ce qui concerne le marketing, la publicité et pour les marques qu'on adosse sur les marques des joueurs. Alors, Espoir, nous acheminons vers la fin de cette édition. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir, une conclusion pour terminer? Oui, mais la conclusion, je crois que c'est ce que nous disons. Nous attendons tous la fin de la pandémie pour que la compétition reprenne et pour que nous ayons des matchs à la télévision et pour également que les spectateurs puissent retrouver les stades et également jouer du football comme nous voyons tous les week-ends sur les chaînes de télévision, et également pour que dans nos pays également les championnats puissent reprendre et pour que sur le continent africain également nous puissions assister aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, et dont les dates du mois de janvier 2021 sont préservées pour le moment, et pour que nous puissions voir ces éliminatoires dans la Coupe d'Afrique des Nations et les éliminatoires de la Coupe du Monde, et également les matchs de télévision pour les championnats européens que nous voyons chaque week-end sur les chaînes de télévision. Merci Espoir, nous sommes ainsi arrivés au terme de cette édition. Merci pour votre fidélité au Panorama des Sports. Au revoir et à lundi prochain. Oui.